John Kerry de retour en Jordanie au moment où les tensions sont encore très fortes entre Israéliens et Palestiniens. Il rencontre le roi Abdallah et Mahmoud Abbas à Amman, mais pas Netanyahou. L'incroyable histoire d'une Israélienne d'origine canadienne, âgée de 31 ans. Elle est partie combattre en Syrie aux côtés des Kurdes contre les djihadistes. Et puis cette première dans l'histoire spatiale, un vaisseau européen parti il y a 10 ans a réussi à atterrir tout à l'heure sur une comète, mais il rencontrerait des problèmes d'arrimage. Depuis quelques minutes, on vous donnera tous les détails dans cette édition. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, on est donc ensemble pour 1h30 et on va évidemment commencer cette édition par les tensions qui subsistent en Cisjordanie. Tensions qui se sont manifestées la nuit dernière avec une mosquée qui a été brûlée dans un village tout près de Ramallah et puis une synagogue, une ancienne synagogue victime d'un jet de cocktail Molotov dans le nord d'Israël, cette fois donc en Galilée. Et puis tout cela sur fond de remaniement diplomatique, cette fois avec le retour du secrétaire d'État américain John Kerry qui est arrivé à Amman. Il va rencontrer le roi Abdallah ce soir et puis, c'est important, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, demain. Pas de visite prévue en Israël pour le dirigeant américain. On va parler de toutes ces implications évidemment très longuement durant cette première demi-heure avec nos invités. Je salue déjà Loli Kassal qui nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes membre du Parti travailliste. On aura dans un instant Michel Benami pour le Likoud et puis on ira également à Jérusalem retrouver nos envoyés spéciaux pour faire un point donc de cette situation avec Daniel Haïk notamment qui est sur place et que nous appellerons dans un instant. جلالة الملك منذ أن حصلت الأحداث وما قبل ذلك إلى يومنا هذا وهو مشغول بالاتصالات الرسمية مع جميع الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلي. מבחינתם של הטרוריסטים אנחנו לא צריכים להיות לא בירושלים, לא בתל אביב, לא בגוש עציון, לא בשום מקום. הם לא יצליחו בזה. Alors on va tout de suite se rendre à Jérusalem, retrouver notre envoyé spécial Daniel Haïk. Bonsoir Daniel, vous êtes donc à Jérusalem et on va évoquer avec vous d'abord la situation, puisque on le sait il y a eu beaucoup de tensions. Situation ce soir, quelle est-elle Daniel ? Eh bien écoutez Jean-Charles, on peut dire que la situation est relativement calme à Jérusalem. On peut même dire que c'est le premier mercredi depuis près d'un mois qui n'a pas été marqué, ponctué par un attentat très intense comme celui qui, à la voiture bélier, il y a 3 semaines, qui avait coûté la vie à 2 Israéliens. L'attentat contre le rabbin Yehuda Glick il y a 2 semaines. Et encore le mercredi dernier, un nouvel attentat à la voiture bélier qui avait également coûté la vie à deux Israéliens. Alors effectivement, ce mercredi semble plus calme, mais c'est un calme relatif. Jean-Charles, il faut l'avouer, on a le sentiment que la moindre étincelle peut faire exploser ce baril de poudre qui se trouve ici à Jérusalem ou peut-être même dans les territoires. Alors ces étincelles, elles se sont peut-être produites la nuit dernière à travers deux incidents qui se sont produits. Un incendie contre une mosquée qui a été imputée par les Palestiniens aux militants d'extrême droite du prix à payer, mais la police et l'armée enquêtent pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie dans cette mosquée du village d'Al-Moher. Et puis il y a eu aussi un cocktail Molotov qui a été lancé dans la nuit dernière également contre une antique synagogue dans la localité arabe de Shfaram. Il faut même signaler que c'est
c'est une synagogue qui était gardée et protégée et entretenue par des Arabes, parce qu'il n'y a pas de Juifs dans cette ville arabe et druze de Shfaram. Et donc, ce sont des étincelles qui peuvent provoquer. Puis, il y a aussi l'annonce cet après-midi de la construction de 200 unités de logement à Jérusalem, dans le quartier de Ramot. Et il faut le préciser, 200 unités de logement dans ce quartier juif, mais aussi 200 unités de logement supplémentaires dans un village arabe, le village de Beth Safafa, qui se trouve, lui, au sud de Jérusalem. Donc, chaque annonce, chaque incident peut faire exploser ce baril de poudre que l'on ressent ici, que l'on perçoit ici bien à Jérusalem. Alors, dans ce climat, Daniel Haïk, visite à Amman, en Jordanie, du secrétaire d'État américain John Kerry, qui, c'est important de le signaler, n'a pas prévu de venir en Israël. Oui, c'est absolument tout à fait étonnant que dans le contexte actuel, avec la tension qui règne dans la région, en Israël, à la suite de ces attentats et des multiples incidents dans les territoires, eh bien, il était étonnant que le secrétaire d'État américain n'ait pas décidé de faire un crochet, même de quelques heures à Jérusalem ou à Tel Aviv. Cela prouve d'une certaine manière le fossé, la crise qui existe. On en a parlé beaucoup au cours des dernières semaines entre Jérusalem et Washington. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, s'était rendu lui-même à Washington, et que John Kerry n'avait pas voulu ou n'avait pas trouvé le temps pour l'accueillir. Cela signifie qu'il y a une véritable crise, qu'il y a un profond fossé entre les positions américaines et les positions israéliennes. Et il faudra voir aussi comment se déroulera la rencontre de demain entre John Kerry et Mahmoud Abbas. Il est probable que Mahmoud Abbas voudra montrer à John Kerry que c'est lui qui contrôle la situation, que dans les zones qui sont sous son contrôle, sous le contrôle de l'autorité palestinienne, de la police palestinienne, eh bien, il y a un calme relatif, ce sont les territoires essentiellement, et que là où il ne contrôle pas, c'est-à-dire à Jérusalem essentiellement, eh bien, il y a une effervescence et une volonté une effervescence et une tension grandissante en général. Et donc, Mahmoud Abbas voudra aussi demander à John Kerry d'accélérer la procédure il voudra certainement dire à John Kerry qu'il a l'intention de présenter sa requête de reconnaissance d'un État palestinien devant le Conseil de sécurité dans les prochaines semaines, et il voudra certainement obtenir au moins peut-être le soutien des Américains, ce qui est peu probable. En tout cas, peut-être essayer de réclamer de la part des Américains qu'ils n'imposent pas un veto contre cette proposition, contre cette demande. Merci Daniel Haïk, en direct donc de Jérusalem. Voilà donc pour le point diplomatique, et on va en parler. Un mot avec vous déjà, Lali Kassal, sur la situation. Est-ce que vous avez l'impression qu'un calme revient après des journées qui ont été particulièrement délicates ? On ne peut vraiment pas savoir, parce que comme votre envoyé spécial a dit, c'est une situation très explosive. Et il y en a beaucoup des intérêts, c'est des intérêts des Jordaniens, des Palestiniens. Dans les Palestiniens, il y en a le Hamas, et il y en a le Djihad, et il y en a le Fatah. Et même chez nous, les Juifs, il y en a le gouvernement, il y en a toujours des gens qui essayent à provoquer. Et on ne peut jamais savoir. Quelqu'un, il peut se lever demain matin, soit un Juif, soit un Arabe, soit un Palestinien arabe. Et il peut faire une seule chose, petite chose, tuer, bomber, tirer, et on faillit avoir une troisième intifada, et même des fois une guerre, comme on a vu à l'été. À l'été, c'était une guerre qu'on ne pouvait pas la voir d'avance. Ouais. Il y avait certaines choses qui sont arrivées, et on est sorti, on est arrivé à une guerre entière. Et on est dans une situation très très proche à la situation d'été, et ça peut arriver encore une fois. Alors, vous restez avec nous, Lali Kassal. On va justement voir ce climat de tension en Cisjordanie, avec ce qui s'est passé ce matin dans ce petit village proche de Ramallah, où une mosquée a été brûlée, ce qui a déclenché la colère des habitants palestiniens de cette localité. Reportage sur place de Pazit Dank et Mathias Idbar. Un mur noirci par la fumée, à l'intérieur, tout ou presque, a été calciné, y compris la plupart des livres saints dont il ne reste que des pages en lambeaux. La mosquée du village palestinien de Al-Muayyar, située entre Ramallah et Naplouse, en Cisjordanie, a été incendiée. Selon la plupart des médias palestiniens, des habitants juifs des implantations
serait à l'origine de cet acte criminel. Des graffitis prix à payer ont été découverts sur les lieux. À 3h30, un voisin qui habite près de la mosquée nous a appelés, nous a dit qu'il voyait du feu s'échapper. Nous avons appelé tous les villageois et les jeunes hommes pour aider à éteindre le feu, mais malheureusement, nous ne pouvions pas le maîtriser jusqu'à ce que les pompiers arrivent sur le site. Le feu a tout endommagé à l'intérieur de la mosquée. Venus sur place pour enquêter, les policiers israéliens et les services de sécurité, le Shin Bet, ont alors été accueillis par des jets de pierre et des cocktails Molotov et n'ont donc pas pu confirmer cette version des faits. Quelques minutes plus tard, nous sommes les témoins d'une scène plutôt rare, une réunion secrète entre des forces palestiniennes, des militaires israéliens et des agents du Shin Bet. À notre venue, ils se dispersent. Nous n'en saurons pas davantage. À leur départ, notre équipe est prise à partie par des jeunes Palestiniens qui nous jettent des pierres. Il a fallu que les soldats israéliens reviennent pour repousser ces jeunes à coups de gaz lacrymogène. Une question reste en suspens concernant la version palestinienne. Comment des jeunes des implantations ont-ils pu monter cette opération ? Il faut environ 30 minutes à pied pour rejoindre de nuit la mosquée du village de la route principale, ce qui laisserait entendre que cette attaque a été menée par un groupe extrêmement bien entraîné et qui connaissait les lieux. Impossible d'aller plus loin, des affrontements ont repris entre jeunes palestiniens et soldats israéliens. La tension est définitivement montée d'un cran. Ici derrière moi dans ce village de El Mouyar, au cœur de la Cisjordanie. Alors, Michel Benami du Likoud Jérusalem nous rejoint. Bonsoir à vous. D'abord, un mot sur ce que certains assimilent déjà à des actes de revanche pris à payer, comme on l'a dit. Est-ce que vous pensez qu'on est maintenant toujours dans la continuité de ce conflit de religion auquel on assimile parfois la situation de tension entre Israéliens et Palestiniens ? Je pense qu'il faut séparer les choses. Je pense que du côté israélien, on fait tout pour que ce conflit ne soit pas un conflit religieux. Mais vraiment, depuis que l'État d'Israël existe, on a toujours dit en Israël, c'est un conflit israélo-palestinien. Si c'est un conflit de carte de territoire, il y a moyen de le régler. Si c'est un conflit qui est des Palestiniens à notre place, il n'y a pas moyen de le régler. Mais c'est sûr qu'on a toujours tout fait, même des fois se mentir la face, que le conflit ne soit pas un conflit religieux, puisqu'on ne veut pas avoir de problème entre juifs et le monde musulman. Et c'est pour ça que ces derniers jours, et je pense que ça a bien fait Kerry de venir sur place aujourd'hui, ils ont un peu exagéré du côté palestinien, que ce soit Mahmoud Abbas ou même le roi Abdallah, de faire tout pour dire que le problème est religieux. Le problème n'est pas religieux. En Israël, on ne cherche pas à changer de status quo à la mosquée. Ah, ça, on ne peut pas le dire. C'est ce que dit Netanyahou. Oui, il peut le dire, mais il donne même la raison des personnes qui montent sur le mont de temple et qui veulent changer le status quo. Ça, c'est sûr. Yehuda Glick il est. Et un des leaders du groupe qui veut changer le status quo. Yehuda Glick n'est pas le gouvernement, ni la majorité du peuple. Yehuda Glick ou 1% de la population israélienne qui veut changer le status quo ne veut pas dire Aujourd'hui, il y avait un poll. Aujourd'hui, ils ont fait un poll. Un sondage, donc, ouais. Que 40% déjà du peuple israélien, il est pour monter et prier sur le mont de temple. Il ne faut pas se mélanger les mots. 40%, je dirais même 100% des gens en Israël pensent que là où il y a l'esplanade de la mosquée aujourd'hui, c'est un endroit sain pour les juifs, c'est pas un endroit important la question pour les musulmans. Était si on doit monter et prier en haut, oui, mais tant que juif. Même les 40%, s'il y a eu un sondage fait en Israël, ne sont pas les 40% à décider la direction du pays. Il y a un gouvernement, et le gouvernement, non seulement qu'il a décidé depuis 48, c'est-à-dire le status quo, même avant qu'on soit à Jérusalem en 67. C'est un accord de 20 ans, 22 ans à peu près. Pas de problème. Même la loi de Miri Regev qui dit qu'on veut reconnaître la possibilité que les Juifs puissent monter à l'esplanade du Temple n'est pas une loi qui change le status quo. Le status quo qui dit que le Waqf, c'est-à-dire... Si c'est une loi qui ne change pas le status quo, pourquoi on a besoin de cette loi ? On va parler de la loi, mais d'abord il faut pas se mélanger les termes, les mots et le sujet. Le sujet est là, qu'on dit même si historiquement la mosquée du Temple
est importante pour les Juifs. C'est la mosquée du Temple qui a été convertie il y a 400 ou 500 ans par les musulmans en mosquée, qui n'est même pas une mosquée, puisqu'on ne peut pas prier dans un lieu qui n'a pas 4 murs. La mosquée, aujourd'hui, l'esplanade du Temple, c'est 6 murs, c'est un hexagone, et dans lequel les femmes seulement attendent que la prière se passe dehors ou dans la petite mosquée en face. Mais ça n'est pas le problème. On ne parle pas historiquement du problème de ce lieu. Aujourd'hui, depuis que l'État d'Israël est souveraine à Jérusalem et souveraine sur la mosquée du Temple, on a un accord avec le Waqf que lui gère les prières sur place et que les musulmans seulement prient sur la mosquée du Temple et pas les juifs, contrairement à ce qui se passe à Hebron, à Meharat HaMarpela. Le status quo n'a pas changé, personne ne l'a changé, personne ne veut le changer. Oui, mais il y en a des essais à le changer, et il y en a la loi de Miri Regev, et il y en a une atmosphère qu'il faut le faire. Et c'est l'atmosphère et les personnes qui montent. C'est membre du Knesset, Shuli Moualem, qui est monté. C'est faux. N'aidez pas l'autre côté à rendre ce problème religieux. Moualem, c'est pas un problème religieux du tout. Je suis d'accord avec vous. Quand on entend Mahmoud Abbas dire que les Juifs qui montent au temple sont impurs et salissent le temple, c'est plus des problèmes de religion, c'est des problèmes d'antisémitisme. Il peut dire ce qu'il veut. Mahmoud Abbas, il peut dire ce qu'il veut, c'est son problème. C'est pas une question de religion, mais c'est une question de politique. Notre Premier ministre, Netanyahou, il doit interdire des Juifs de provoquer sur la place. Et c'est tout simple. On peut continuer comme on était. C'est quoi notre problème en Israël? Comme on était déjà 20 ans. Parce que les Juifs ne provoquent pas sur la mosquée. J'ai été plusieurs fois sur l'esplanade du Temple. Quand on me dit le Waqf, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer, même si vous êtes israélien et vous n'avez pas une kippa sur la tête, je reviens sur mes pas et je ne rentre pas sur la mosquée. Donc les Juifs ne font aucun problème. Il faut qu'on arrête ce problème entre nous, que le problème est la gauche d'Israël et non pas notre ennemi de l'extérieur. Puisque l'ennemi de l'extérieur l'utilise. Je veux vous rappeler... Si la Jordanie arrive aujourd'hui au point de reprendre son ambassadeur et de dire que chez vous même on dit que vous nous provoquez, c'est pas vrai. Et je veux vous rappeler que même Arik Sharon, il est monté il est arrivé à côté de la mosquée, et c'est à 7 jours qu'elle a commencé la deuxième intifada. Je ne dis pas que ça, c'était la chose qu'elle a fait, la deuxième intifada. Mais, historically speaking, comme on dit, la journée où il est monté, c'est la journée où l'intifada a commencé. Oui, on connaît bien l'histoire. Qu'est-ce que vous me dites en fin de compte? Ce Shabbat, par exemple, il y aura à peu près 80 000 Juifs qui vont prier à Meharat HaMarpela. Et les Palestiniens disent, si vous venez, ça va être le début de la 3e intifada. Donc il ne faut pas aller prier à Meharat HaMarpela non plus. Il ne faut pas être à Jérusalem. À chaque fois qu'il y a un musulman ou qu'il y a un Palestinien. C'est pas ça la question. Mais bien sûr que c'est ça la question, puisque vous me dites, Sharon était sur l'esplanade du Temple, l'intifada a commencé. Sharon a le droit d'être sur l'esplanade du Temple. L'intifada n'a pas le droit de commencer. Il est venu tant que provocateur. Il a dit, je vais monter, je vais utiliser la souveraineté israélienne, je monte. Il est venu avec beaucoup de policiers, beaucoup de l'armée. Je comprends que notre problème en Israël, c'est plus votre façon de voir, plus que ce qui se passe autour. Parce que si à chaque fois qu'un juif va habiter à Jérusalem ou va bouger à Jérusalem, on va dire que c'est lui le problème de tout ce qui se passe dans cette région, là est notre problème. Alors, je ne voudrais pas qu'on reste uniquement sur cet aspect religieux, parce qu'il y a l'aspect diplomatique aussi, mais justement, on pourrait étayer ce que vous disiez. On va écouter des réactions. C'est une question qu'on a posée à des Israéliens dans la rue aujourd'hui, à propos justement de cette liberté de culte en Israël. Est-elle assurée pour toutes les religions, quelles qu'elles soient? Eh bien, c'est la question que Léa Volbert est allée poser tout à l'heure dans les rues de Tel Aviv. Écoutez, quelques réponses. Oui, bien sûr, vous pouvez voir, il y a une synagogue ici, une mosquée là et une église juste ici. Nous vivons tous en paix. Moi, je suis là pas depuis très longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de monuments religieux, que ce soit des églises, des synagogues ou des mosquées, et qu'il y a beaucoup de gens dedans, quoi. On dirait qu'il y a plus de personnes dans les églises ou dans les synagogues ou dans les mosquées qu'en France, quoi. J'ai cette impression-là.
Il y a une liberté de religion totale en Israël, autant pour les juifs, pour les arabes que pour les chrétiens. Personne ne vient déranger personne, ce sont des faits avérés. Les juifs peuvent prier là où ils veulent, les arabes pareil, personne ne vient les déranger. Même histoire pour les chrétiens, c'est tout, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Voilà, donc il y a un problème juste sur l'esplanade du temple et on n'est pas prêt de le résoudre. Alors je voudrais qu'on parle de l'aspect diplomatique maintenant, parce que la visite de Kerry, donc à l'appel de Mahmoud Abbas et de la Jordanie, justement après ce qui s'est passé à Jérusalem, comment vous interprétez d'abord qu'ils ne viennent pas en Israël voir donc les Israéliens et qu'ils rencontrent uniquement le roi Abdallah et Mahmoud Abbas? Parce qu'il a mis le doigt exactement sur le problème, et le problème, cette fois-ci, c'est que son adjoint, notre allié aussi, le roi Abdallah, avec qui on a signé un traité de paix, a passé une ligne rouge. Reprendre son ambassadeur et dire que peut-être il faut revoir les accords de paix avec Israël parce qu'il y a un problème de guerre de religion en Israël, c'est créer un problème de guerre de religion. Kerry a tout de suite compris qu'il y avait ici un problème et qu'il fallait venir voir Abdallah, qu'il ramène son ambassadeur en Israël, surtout qu'il y a eu une discussion très très ouverte avec Binyamin Netanyahou, qui lui a donné, qui a mis tout son poids et qui lui a donné se remettre en confiance que personne ne change et ne pense à changer le status quo en Israël, que ce soit pendant le mandat du Parti travailliste ou le mandat du Parti Likoud, et même à droite du Likoud, on ne veut pas de guerre de religion en Israël. On en a déjà assez avec les problèmes israélo-palestiniens qu'on n'arrive pas à trouver ni de partenaires de l'autre côté, ni une solution qui puisse avoir deux États, deux peuples sur ce territoire. On ne veut pas s'ajouter en plus que ça. Et les dirigeants palestiniens et jordaniens ont passé une ligne rouge. On ne peut pas créer des guerres là où il n'y en a pas. On n'en a pas besoin. Je peux même vous dire, en route vers ici, je me suis un peu renseigné par rapport à la mosquée qui a été profanée, dont vous avez vu le reportage. On est presque certain en Israël, d'après le Shabak et l'armée, que ce n'est pas des Juifs. Si c'était des Juifs qui auraient fait, on les aurait attrapés et ils auraient été en prison, parce qu'on ne veut pas ce genre ni de provocation ni de guerre. Mais c'est facile. Les Palestiniens ont déjà fait ce genre de provocation au nom des Palestiniens pour essayer de créer ce genre de problème. On est là pour calmer le jeu. On cherche à trouver une solution au problème israélo-palestinien. On ne cherche pas à créer de nouvelles guerres de religion, même si peut-être, avec Daesh et avec tout ce qui se passe dans cette région, oui, on a l'impression que la guerre de religion est toujours là autour de nous. Nous, en Israël, on fait tout pour la bloquer, pour l'arrêter, pour voir l'autre problème, le problème de territoire, le problème de diplomatie, le problème de pays, le problème de population, le problème de notre citoyen arabe en Israël qui puisse se sentir citoyen et israélien et qu'il n'ait pas besoin à chaque fois qu'il y a un problème interne en Israël de faire bondir des drapeaux palestiniens. Il faut qu'on fasse tout, qu'ils se sentent israéliens et qu'ils se sentent égaux aux Israéliens, juifs ou arabes. Alors, Loïc Assal, là-dessus, vous avez le sentiment que le gouvernement israélien aujourd'hui fait tout pour faire baisser la tension? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une période d'élection déjà. Je pense que les ministres et le Premier ministre et les politiciens israéliens, déjà, ils sentent l'élection. Je pense aussi que ça, c'est une des raisons que Kerry n'est pas venu en Israël. Parce qu'arriver dans une époque où le temps du campagne politique, il commence, ça donne rien du tout. Et en plus, je pense que Kerry il est venu en Jordanie parce que l'accord de paix entre Israël et la Jordanie, c'est quelque chose de très important et contre le Daesh et les islamistes, les djihadistes en dehors de la Jordanie. Il ne faut jamais oublier que la frontière est-Jordanie est à la fin la frontière est aussi israélienne. Si cette frontière elle tombe, la prochaine fois qu'on va voir ISIS et Daesh, on va les voir chez nous, à la maison. Alors, c'est important aussi à Israël. On fait ici des efforts. L'armée, elle fait, le Shin Bet, il fait, tout le monde fait pour calmer le terrain. Mais quand notre Premier ministre du Likoud,
il dit à les Arabes israéliens, citoyens israéliens, que s'ils n'aiment pas ici l'atmosphère, ils peuvent passer habiter chez les Palestiniens. Ça ne contribue pas pour calmer le terrain. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit, vous, aux Palestiniens ou aux Arabes qui habitent en Israël, mais qui se sentent palestiniens et qui font tout pour mettre du désordre en Israël avec les drapeaux palestiniens, crier à Kfar Kana que Kfar Kana devrait être la Palestine, que Israël est provisoire? Qu'est-ce que vous aurez dit à ces gens-là, vous? Vous aurez été le Premier ministre israélien. Premier ministre et vous allez voir ce que je vais dire. J'ai compris. Bon, vous pourriez donner une réponse quand même, mais juste un mot également, parce que vous parliez de ces incitations. Ils ont leur droit de démontrer. Il y avait des personnes qui étaient tuées. On est dans un temps très stressé. C'est normal qu'on fait des démonstrations. Et dans des démonstrations, c'est normal qu'on dise des choses que pas toujours on pense. Voilà, tant que ça reste dans des manifestations, oui. Ça ne dégénère pas. Alors d'ailleurs, on a appris aujourd'hui que Barghouti, l'opposant palestinien qui a été condamné pour terrorisme et qui avait depuis sa prison donc appelé les Palestiniens à soutenir la lutte armée, avait été placé à l'isolement pour 7 jours donc par les autorités pénitentiaires israéliennes. Donc après ces déclarations, et puis autre info également, l'armée israélienne aurait coulé ce soir un bateau de pêche qui avait quitté la limite territoriale de Gaza. Après des tirs de sommation, il n'y a pas eu de victimes, mais donc le bateau a été coulé par la marine israélienne. Il nous reste quelques secondes. Vous avez l'impression qu'on est en période électorale là maintenant et que ça va compliquer finalement la relation avec les Palestiniens? Non du tout. Vous avez vu que Netanyahou n'a rien fait avec les paroles de Naftali Bennett. Netanyahou et moi-même, je vous dis, en tant que quelqu'un qui fait les élections au Likoud, je ne vois pas des nouvelles élections avant le temps prévu qu'on a prévu. Au Likoud, au mois de janvier. Au Likoud, oui, pour décider que Netanyahou est toujours le chef du Likoud et non pas d'autres qui pensent prendre sa place. Mais c'est tout. Comme le Parti travailliste a décidé qui est son chef, au Likoud aussi, on doit décider en janvier qui est notre chef. Mais les élections pour la Knesset ne sont pas prévues pour bientôt. Plus que ça, je pense qu'Israël, à force de penser qu'il faut s'agenouiller par rapport à cette population arabe qui ne se sent pas à l'aise ou à 100% citoyens d'Israël, on crée des gens qui viennent avec leurs armes sur des voitures de police, essayer de tuer des policiers, et quand ils se retrouvent morts parce qu'ils ont essayé d'attaquer un policier, on va encore faire des émeutes et dire pourquoi est-ce qu'on a tué ce petit jeune arabe, pauvre petit jeune arabe. On ne dit pas ça. Même dans notre côté, on ne dit pas ça. On a vu tous les photos. Il est venu avec un couteau. Il a entendu la première tir du chauffeur. Il s'est sauvé et il était tué à la fin. Voilà, il est obligé d'arrêter là, mais en tout cas, merci à tous les deux, merci Loli Kassal, merci Michel Benami. On continue dans un instant, le grand direct avec une histoire étonnante, restez avec nous. John Kerry de retour en Jordanie au moment où les tensions sont très fortes entre Israéliens et Palestiniens. Il rencontre le roi Abdallah et Mahmoud Abbas à Amman. L'incroyable histoire de cette Israélienne d'origine canadienne âgée de 31 ans, elle est partie combattre en Syrie aux côtés des Kurdes contre les djihadistes. Et puis cette première dans l'histoire spatiale, c'était tout à l'heure un vaisseau européen parti il y a 10 ans depuis la Terre a réussi à atterrir sur une comète. Mais il y aurait, semble-t-il, quelques problèmes techniques d'arrimage pour le vaisseau. Pour commencer, l'Irak, où un attentat à la voiture piégée a fait au moins 17 morts aujourd'hui à Bagdad, la capitale, au moment où les combats continuent, notamment en Syrie, dans ce que les djihadistes de l'État islamique appellent leur califat. La ville de Kobané, symbole de la résistance kurde à ces djihadistes, est peut-être en train de basculer en faveur des forces kurdes. Julia Ganancia. Pas à pas, rue par rue, les Kurdes progressent. Ils promettent de reprendre la ville aux djihadistes d'ici peu. Depuis le début des frappes aériennes de la coalition dirigée par Washington contre leur position en Syrie le 23 septembre, l'État islamique fait venir régulièrement des renforts et des armes en provenance de la ville de Raqqa.
Mais ce mercredi, les forces kurdes ont coupé une route d'approvisionnement clé des djihadistes, décidés à les empêcher de s'emparer de la ville. Nous ne quitterons pas Kobané, nous ne l'abandonnerons jamais. Kobané construite avec notre sang et nos âmes. En soutien aux combattants kurdes, la coalition conduite par les États-Unis a de nouveau frappé des positions de l'État islamique dans le sud-est de Kobané lundi soir. En 2 mois, plus de 1000 personnes ont été tuées dans les combats, en majorité des djihadistes. Mais pour le moment, si les Kurdes parviennent à repousser ces terroristes, ils n'arrivent pas encore à reprendre le contrôle de la cité. La progression est lente car Daesh a miné les maisons dont il s'est retiré. Ici, nous nous sentons un peu en sécurité par rapport à d'autres parties de la ville où on peut trouver des scènes de destruction plus importantes. Ces vitrines ont sauté de leurs gonds à cause de la pression des explosions. Notre bureau de poste se trouvait ici. Autre théâtre de combat avec l'État islamique, l'Irak. Les forces irakiennes aidées de combattants chiites, sunnites et kurdes, mais aussi de la coalition internationale, tentent de repousser les djihadistes qui se sont emparés de larges pans du territoire. Conséquence, les attaques meurtrières se multiplient. Les djihadistes de l'organisation État islamique prennent fréquemment pour cible les forces de sécurité ou la communauté chiite en Irak. Ce mercredi, la capitale irakienne a été la cible de 2 attentats, faisant au moins 17 morts. Ce nouvel attentat dans le Sinaï égyptien. Aujourd'hui, une voiture piégée a explosé ce matin dans la localité d'Al-Arish, faisant une dizaine de blessés. C'est en fait la police qui l'a fait détonner après avoir repéré ce véhicule qui contenait 500 kilos d'explosifs. Un attentat meurtrier qui a donc peut-être été évité. Vous vous souvenez sans doute de ces 2 jeunes Palestiniens tués il y a quelques mois en Cisjordanie lors du jour de protestation de la Nakba. Des images de vidéosurveillance accusaient alors des soldats israéliens d'avoir tiré délibérément sur des jeunes désarmés. Une enquête avait été ouverte et elle vient d'établir qu'il y a bien eu tir à balles réelles. Un garde-frontière israélien vient même d'être inculpé pour meurtre. Maxime Pérez. C'était en mai dernier, lors des commémorations de la Nakba. Au point de passage de Betounia, près de la ville de Ramallah, des heurts opposent de jeunes Palestiniens aux forces de sécurité israéliennes. Subitement, Nadim Nouara s'écroule. Ce lanceur de pierre âgé de 17 ans vient d'être mortellement touché par balle. C'est du moins ce que révélera l'autopsie de son corps, réalisée conjointement par une équipe de médecins israéliens et palestiniens. Si la mort de Nadim Nouara provoque de vives condamnations, elle suscite aussi la polémique, largement alimentée par ces images filmées par une caméra de surveillance. À l'époque, la police israélienne avait interrogé les membres de l'unité présents sur les lieux de l'incident, mais tous avaient nié avoir utilisé des balles réelles pour disperser la foule. Une version contestée par la chaîne d'information américaine CNN, dont le caméraman est ce jour-là posté près des militaires israéliens. Des tirs partent très distinctement de leur position. Coup de tonnerre ce mercredi, près de 8 mois après les faits. Les enquêteurs annoncent l'arrestation d'un garde-frontière israélien. Avec la bienveillance de son commandant, lui aussi présent à Betounia lors des heurts, il pourrait avoir utilisé son arme de façon arbitraire. Plus qu'une bavure, il se serait rendu coupable d'un crime de sang-froid, et ce alors que sa vie n'était pas menacée. Il assure n'avoir tiré aucune balle. Nous pensons qu'il n'y a pas assez de preuves, mais c'est quelque chose que nous devons examiner et que nous utiliserons peut-être par la suite. Pour l'heure, la censure impose le silence sur les détails de cette affaire et d'éventuelles nouvelles révélations ou aveux. Mais du côté palestinien, les proches de la victime espèrent que justice sera faite. Je crois que certains Israéliens veulent la paix et que d'autres sont des extrémistes. Je souhaite que le cas de mon fils soit jugé par des citoyens respectueux de la loi et de la justice. Une première audience à huis clos s'est déroulée dans la matinée de mercredi au tribunal de Jérusalem. Pour l'heure, les autorités israéliennes, policières et militaires se refusent à tout commentaire. Premier vote devant le Parlement français le 28 novembre prochain sur un texte reconnaissant l'État palestinien. Les députés français seront les premiers à voter ce projet avant les sénateurs. Il s'agirait donc d'un nouveau pays important en Europe qui se prononcera en faveur de cette reconnaissance. Léa Berdugo.
Rendez-vous pris pour le 28 novembre. L'Assemblée nationale est en passe de voter une proposition visant à reconnaître l'État palestinien. Non contraignant, ce vote revêt une dimension symbolique après celui du Parlement britannique. Esther Benbassa est l'initiatrice de cette proposition. Elle entend bien, avec ce projet, jouer un rôle déterminant sur le règlement du conflit israélo-palestinien. Il faut faire ce geste symbolique et dire, voilà, maintenant, à côté d'Israël, il faut qu'il y ait un État palestinien, deux États qui vont vivre ensemble, un État viable. C'est aussi une sorte d'appel aux autorités israéliennes et palestiniennes pour reprendre les négociations. À l'UMP, de nombreuses voix condamnent cette initiative. Ce vote, je crains qu'il ait un effet tout à fait contre-productif sur la solution du conflit. C'est donner à penser à une des parties qu'il n'y a pas de pas en avant à accomplir, de progrès à proposer, de compromis à rechercher. Je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire. Si cette résolution a de grandes chances d'être votée, il ne s'agit pas d'une reconnaissance officielle, car jusqu'à présent, même si le gouvernement avait plaidé pour une reconnaissance de l'État palestinien, la France était restée prudente sur le calendrier. À partir du moment où nous disons qu'il faut qu'il y ait deux États, il y aura nécessairement une reconnaissance de l'État palestinien. Cela va de soi, c'est logique. La seule question, c'est quelles sont les modalités et comment pour être le plus efficace possible. Après le vote des députés britanniques, l'autorité palestinienne avait considéré qu'il s'agissait d'un pas important en direction de la justice et de la paix. Israël, au contraire, a expliqué qu'une reconnaissance prématurée sapait les chances d'atteindre une paix véritable. Alors en ligne avec nous depuis Paris, le député UMP Claude Goasguen, qui est également le président du groupe d'amitié France-Israël au Parlement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que d'abord vous pensez que le gouvernement français soutient cette démarche parlementaire d'avoir inscrit ce vote donc, au Parlement ? Oui, de toute évidence, le fait que ce soit une résolution du Parti socialiste et en entendant les déclarations de Fabius, péremptoire comme d'habitude, mais péremptoire dans l'erreur, eh bien, ça montre que le gouvernement suit le Parti socialiste là-dessus. N'ayant pas le courage lui-même de faire la démarche, il le fait faire par des députés en croyant que ça aura une influence supplémentaire. Je trouve que c'est une grave erreur. D'abord, la résolution est un acte symbolique qui a très peu de portée, sauf qu'elle a une portée symbolique, effectivement, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on accepterait que M. Netanyahou dise, au fond, pourquoi est-ce que la France garde l'Alsace-Lorraine ? Qu'est-ce que c'est que ces résolutions que l'on met pour la reconnaissance d'un État, se substituant ainsi aux règles du droit international et essayant de faire pression ? Moi, je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait deux États, mais encore faut-il le faire dans les règles. J'ai toujours pensé que la négociation était la seule manière et que les deux parties devaient négocier et faire des concessions mutuelles. Visiblement, l'autorité palestinienne fait peu de concessions. Visiblement, le climat se dégrade. Mais je suis persuadé que la résolution va dégrader un peu plus le climat. Ça m'inquiète évidemment pour Israël et la Palestine, mais ça m'inquiète aussi pour la France, car nous avons eu des manifestations très dures tout l'été, avec un réveil de l'antisémitisme préoccupant. Qu'est-ce qui va se passer au moment des débats concernant cette résolution ? Il va y avoir des adversaires, dont je vais être, et des partisans. Il va y avoir des manifestations parce que nous avons une communauté musulmane importante qui, depuis quelques mois, ne manifeste pas à cause du djihad et de l'effet déplorable qu'a fait le djihad islamique sur l'opinion française, qui de nouveau vont manifester. Il y aura des manifestations pro-israéliennes. Dans un pays comme la France, où vous avez deux fortes communautés, musulmanes d'une part et juives d'autre part, où nous essayons de trouver des accommodements entre les diverses communautés qui existent dans notre pays, car nous sommes au fond le pays qui est le plus impacté par la crise du Moyen-Orient. Je trouve que ce genre de déclaration unilatérale, comme un coup de poing dans une situation, c'est comme un éléphant qui va dans un magasin de porcelaine, quoi. Et moi, je ne crois pas au succès des éléphants qui vont dans le magasin de porcelaine. Je trouve que M. Fabius est péremptoire. Comme il nous disait, Assad va tomber, c'est inéluctable, Assad est toujours là. Eh bien là, c'est péremptoire, c'est absurde.
Merci Claude Goasguen pour cette réaction en direct. Donc je rappelle que vous êtes député UMP et président du groupe d'amitié France-Israël au Parlement français. L'histoire incroyable à présent de cette Israélienne d'origine canadienne. Âgée de 31 ans, elle vient de partir combattre en Syrie aux côtés des Kurdes menacés par les djihadistes. Une femme israélienne arme au poing contre l'État islamique. C'est l'histoire que nous raconte maintenant Maël Benoliel. Jill Rosenberg fête aujourd'hui ses 31 ans dans l'endroit le plus inattendu qui soit, la zone de combat entre l'Irak et la Syrie. Il y a 10 jours, cette Israélienne d'origine canadienne quitte son appartement de Tel Aviv, direction Erbil, en Irak, via Amman en Jordanie. À son arrivée, elle rencontre son passeur qu'elle a connu à travers les réseaux sociaux quelques semaines auparavant. Membre du groupe rebelle kurde YPG, l'unité de protection du peuple qui combat l'État islamique à la frontière irako-syrienne, il l'aide à rejoindre l'endroit des combats. Eran Sikoural, journaliste pour la radio israélienne Kol Israël, l'a interviewé peu de temps avant son arrivée sur les lieux. Il nous fait part de ses premières impressions. Elle a parfaitement conscience de ce qu'elle fait, elle ressent qu'elle fait quelque chose de très important. Ce n'est pas une personne normale, elle est sûrement spéciale pour se rendre là-bas et faire ce genre de choses. Je la trouve courageuse, d'autres diront qu'elle est un peu folle. Jill Rosenberg est connue pour son goût de l'aventure et sa volonté de repousser ses limites. Un tempérament qui lui a déjà joué des tours. Après de brillantes études, elle laisse derrière elle une prometteuse carrière de pilote de ligne pour venir s'installer en Israël en 2006. Elle s'engage alors volontairement dans Tsahal. Pendant 2 ans, elle sert dans l'unité spéciale de recherche et de sauvetage. En 2009, elle est impliquée dans une sombre histoire d'escroquerie internationale. Recherchée par le FBI, elle finit par se rendre et se retrouve extradée vers les États-Unis. Là-bas, elle passe près de 4 années en prison. Son avocate de l'époque, Yael Ben Oved, la décrit comme une jeune femme brillante, mais excessive. Il s'agit d'une jeune fille très intelligente, une jolie fille, courageuse et charismatique. Je ne suis vraiment pas surprise de la voir faire une chose aussi extrême. Spécialiste de la rébellion kurde, Eran nous dévoile la procédure de recrutement de ces groupes qui combattent l'État islamique. Vous prenez juste contact par Facebook, vous recevez des informations et le lieu de rencontre avec un des représentants kurdes de Erbil. Vous prenez l'avion depuis Tel Aviv via Amman et vous arrivez à Erbil en 3 heures avec un passeport étranger. Malgré un manque de ressources certains, les Kurdes utilisent Internet et les réseaux sociaux, avec des techniques de propagande connues qui ont certainement attiré Jill. Et pour ce chef kurde, joint par téléphone par Eran, un seul mot d'ordre, rallier le plus grand nombre. Un combat contre l'État islamique auquel participent activement de nombreuses Kurdes. Mais Jill Rosenberg est la première femme occidentale connue à avoir rejoint leur rang. Ne reste plus qu'à espérer que cette aventurière au passé troublé puisse trouver la paix en menant ce combat pour la liberté dans l'une des zones de guerre les plus dangereuses au monde. On passe tout de suite à l'actualité économique. Avec cet accord qui a été qualifié d'historique la nuit dernière, accord conclu entre la Chine et les États-Unis. Ces 2 géants vont réduire leurs émissions de gaz carbonique, ce qui pourrait offrir un vrai bol d'oxygène à l'ensemble de la planète. Leslie Rezoug. Un accord historique. Réunis ce mercredi, les présidents américains et chinois sont parvenus à s'entendre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Une véritable avancée pour les 2 premiers pollueurs de la planète, 1 an seulement avant la conférence sur le climat prévue à Paris fin 2015. Car les 2 grandes puissances émettent à elles 2 45% du total des émissions de CO2. La Chine, pays qui produit le plus de gaz polluants, s'est fixé l'objectif d'un pic de ses émissions de gaz à effet de serre autour de 2030. Le pays s'est également engagé pour inverser cette courbe à partir de cette date.
Jusqu'alors, la Chine avait toujours insisté pour ne pas être comparée aux pays industrialisés, arguant que le réchauffement climatique était dû à des années d'industrialisation à outrance. Et de leur côté aussi, les États-Unis ont pris des engagements durables. Aujourd'hui, je peux annoncer que les États-Unis ont fixé un nouvel objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 26-28% de moins d'ici 2025 par rapport au niveau de 2005. Cet objectif est ambitieux, mais il est réalisable. Il va nous permettre d'aller 2 fois plus vite dans notre effort de réduction de carbone. Car le constat des scientifiques est alarmant. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les températures pourraient augmenter jusqu'à 3,4 degrés de plus d'ici à 2030. Or, il faudrait que la hausse de la température mondiale se maintienne à 2 degrés de plus. Sans cela, des dérèglements climatiques catastrophiques pourraient avoir lieu. Parmi les plus importants, l'acidification des océans, la montée des eaux, la montée des températures et l'augmentation des précipitations. Alors avec nous pour évoquer donc cet accord important entre Chinois et Américains, Thibault de la Baronnière. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste financier. D'abord, quand on y regarde de plus près, est-ce qu'il y a un vrai engagement pris de la part de ces deux pays ou pas? Non, en fait, ce qui compte là, c'est surtout le symbole pour l'horizon 2015. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les États-Unis et Barack Obama ont pris une position diplomatique au niveau de l'environnement, au niveau de l'international, mais ce sont les républicains qui contrôlent le Parlement et ça ne passera jamais, ça n'est jamais passé de tels accords au niveau national. Et du côté chinois, il n'y a aucun engagement contraignant. D'un côté, ils visent 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, mais en fait, ils ont déjà dans leur plan économique national 15% à horizon 2020, et ça ne représenterait que 5 points de plus sur 10 ans, ce qui est en fait déjà prévu dans leur programme. Et de l'autre côté, ils prévoient de plafonner leurs émissions de gaz à effet de serre, mais leur population est déclinante. Ils ont 118% d'hommes par rapport au nombre de femmes, ce qui fait que de toute façon, il va y avoir un problème de renouvellement démographique très important. Et il y a 60 millions de logements en Chine qui ne sont pas occupés et qui, en fait, posent un vrai problème sur l'immobilier en Chine et donc ralentissent les contraintes énergétiques futures. Alors justement, s'il n'y a pas de réduction des gaz à effet de serre, est-ce qu'on a d'autres solutions, d'autres alternatives aujourd'hui ou pas? Alors, ce sont quand même deux pays qui sont conscients des problèmes puisque depuis l'année dernière, ils sont devenus les plus gros installateurs de panneaux solaires au niveau mondial avec le Japon. Et c'est un trend qui va continuer parce que la Chine a entre 500 000 et 1 million de morts à cause de la pollution par an. Et le charbon est la première cause puisqu'il causerait à lui tout seul 400 000 morts en Chine. Et donc ces deux pays ont quand même conscience que le phénomène environnemental en cours est peut-être pas stoppable, mais qu'il faut changer les mentalités. Voilà, donc c'est un accord qui a quand même plus qu'une valeur symbolique. On va lui donner du crédit. Merci en tout cas Thibault de la Baronnière. Je rappelle que vous êtes analyste financier. Merci, la conquête spatiale a vécu tout à l'heure un moment particulièrement intense avec le dénouement de la mission Rosetta. Atterrissage d'un robot qui était parti il y a 10 ans depuis la Terre pour rejoindre la comète Chury. Robot qui a réussi à se poser, même s'il connaît quelques petits déboires techniques. Leslie Rezoug. La joie de la communauté scientifique européenne éclate ce mercredi en fin d'après-midi, car c'est une grande première dans l'histoire spatiale. Après 10 ans de voyage interplanétaire à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre, le robot européen Philae a atterri sur le noyau de la comète Chury. Il avait quitté sa sonde Rosetta et déployé son train d'atterrissage dans l'après-midi avant de s'approcher progressivement de la comète. Une opération délicate et la moindre erreur de calcul aurait pu empêcher le robot de tomber au bon endroit sur une zone d'environ 1 km² située sur le lobe du noyau de la comète. Car le petit robot Philae a une mission bien précise. Philae va faire des mesures in situ, c'est-à-dire depuis la surface, en prélevant des échantillons. Et peut-être l'analyse la plus importante, c'est l'analyse moléculaire de ce matériau organique riche en carbone qui tapisse le sol de la comète par endroits. Le but est de recueillir de précieuses informations sur les origines du système solaire, car les comètes peuvent permettre de mieux comprendre l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre. On peut dire que nous regardons en arrière dans le temps et comprendre ainsi ce qui s'est passé au moment de la naissance du système solaire, mais aussi comprendre la façon dont la Terre s'est formée pour enfin donner la vie. Aller au contact d'une comète aujourd'hui nous permettra de remonter le passé pour voir un processus qui a eu lieu au commencement et qui s'est comme figé.
Philae pèse 100 kg sur Terre, 1 gramme dans l'espace. Il devrait se mettre au travail immédiatement pour un programme scientifique qui devrait durer à peine 2 jours et demi. Voilà, même si ce robot connaît, semble-t-il, actuellement quelques petits problèmes d'arrimage sur cette comète, c'est une avancée considérée donc comme considérable pour comprendre l'histoire de l'univers. On est en ligne justement avec Daniel Lelouch, qui est astrophysicien à l'Institut Weizmann, ici donc à Tel Aviv. Bonsoir. Un mot donc sur l'importance pour la science de cette opération qui a eu lieu tout à l'heure, qui est une première. Bonsoir. L'Institut Weizmann d'ailleurs est à Rehovot, pas à Tel Aviv. C'est pas très loin. C'est une avancée, premièrement une avancée technique extraordinaire. Réussir à poser un objet qui pèse malgré tout 100 kilos sur Terre, à le faire atterrir sur une comète qui est un tout petit objet de 3 km à peu près dans sa plus grande dimension, et où la gravité est tellement faible que cet objet qui pèse 100 kilos sur Terre ne laisse plus que 1 ou 2 grammes sur la comète, c'est un exploit technique extraordinaire. Maintenant, la justification de l'émission n'est pas la technique, la justification de l'émission est évidemment la science. Et ce qui a été, comme cela a été très bien dit dans le reportage que vous venez de diffuser, en fait, une comète est un objet qui a été créé il y a 4,5 milliards d'années, qui est resté, entre guillemets, dans le congélateur pendant ces 4,5 milliards d'années, qui à la suite d'une petite perturbation s'est rapproché du Soleil, et les techniciens ont réussi à l'attraper au passage, à se poser et à l'étudier. Nous avons, si vous voulez, nous remontons dans le temps, comme cela a été dit, il y a 4,5 milliards d'années, et nous pourrons répondre à beaucoup de questions. La première est, est-ce que l'eau qui constitue cette comète est la même en composition isotopique que l'eau sur Terre? En d'autres termes, est-ce que l'eau qui nous entoure, nous sur Terre, vient de l'extérieur? Les scientifiques vont évidemment chercher les molécules organiques qui sont sur cette comète. Et le rêve qui peut être de la science-fiction, c'est d'arriver à comprendre un jour quelle est l'origine de la vie. Est-ce que la vie s'est développée sur Terre ou est-ce que... Ah, on a une petite coupure, donc vous voyez, on n'est pas très loin, mais quand même, petite coupure technique. Mais vous avez compris l'essentiel et l'intérêt de cette mission, qui va donc se poursuivre évidemment, puisque l'atterrissage n'est qu'une étape supplémentaire. Un mot concernant la santé, avec l'OMS qui vient de publier ce soir le chiffre alarmant des 5000 décès franchis en Afrique dus au virus Ebola. 5160 exactement décès donc dus à la propagation de ce virus. L'épidémie est loin d'être terminé, on en reparlera dans un instant. Sérieux incident à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan affirme avoir abattu un hélicoptère militaire arménien qui aurait violé son espace aérien. L'Arménie explique ce soir que cela aura forcément de graves conséquences entre ces deux pays qui se sont déjà affrontés par le passé. L'Ukraine, elle affirme se préparer à de violents combats après que des renforts venus de Russie aient été observés dans l'est du pays, partie donc dominée par les séparatistes. L'accord de paix signé à Minsk semble ce soir donc s'éloigner encore un peu plus. Elsa Mourg. C'est le bruit de la guerre qui se rapproche à grands pas. Les convois militaires remplis d'armes, de blindés et d'artillerie lourde qui convergent vers l'est ukrainien depuis une semaine n'étaient pas encore identifiés. C'est désormais chose faite. Il ne fait aucun doute pour l'OTAN que ces armes et soldats ont été envoyés par la Russie en prévision d'une guerre de grande ampleur. Nous observons et nous avons connaissance du renforcement des groupes terroristes du côté de la Fédération de Russie. Nous suivons bien leurs mouvements, nous connaissons leurs emplacements et nous nous attendons certainement à des actions inattendues de leur part. Comment réagir à ces actions inattendues? Notre principal devoir est de préparer des actions militaires. Comme depuis le début du conflit en avril dernier, Moscou nie toujours toute implication et les combats continuent sporadiquement depuis la signature d'un cessez-le-feu virtuel en septembre. Cette fois, les autorités ukrainiennes se préparent au pire et ont déployé des renforts autour du port stratégique de Mariupol, des centrales nucléaires ou encore des gazoducs. Les maigres sanctions de l'Union européenne contre la Russie n'ont apparemment pas été convaincantes et Kiev réclame de l'aide supplémentaire. Le pays, l'Ukraine, a besoin de la paix et enfin d'établir cette paix. Le monde entier doit agir telle une institution unie, démocratique et civilisée qui se bat pour la paix en Ukraine et dans le monde. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais nos pouvoirs ne sont pas illimités, en particulier quand nous sommes confrontés à une puissance nucléaire armée jusqu'aux dents.
Convoqué en urgence mercredi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU va entendre les chefs des missions de l'OSCE au sujet du risque d'une escalade de violence en Ukraine. Les sports tout de suite. Les sports avec Lise Baranbaum. Bonsoir Lise. Bonsoir. Alors il y a une question à laquelle peu de gens peuvent répondre ce soir, c'est où aura lieu la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football? Alors en tout cas pas au Maroc, puisque la Confédération africaine de foot a retiré l'organisation de la CAN au Maroc. Le Royaume souhaitait un report de la compétition à juin 2015 voire janvier 2016 à cause de l'épidémie d'Ebola, alors que pour la CAF, le risque de propagation est totalement exclu. L'instance dit s'appuyer sur des rapports de l'OMS qui affirment que comme le Maroc n'est pas touché par l'épidémie, il n'y aurait pas de risque de contagion. Donc la CAF a été extrêmement sévère envers le Maroc, qui est d'ores et déjà exclu de la CAN 2015. Et plus grave, le pays est exposé à des sanctions financières, voire à l'interdiction pour sa sélection nationale de participer à tous les événements footballistiques du continent africain sur une très longue période. Mais les Marocains soutiennent complètement la position de leur pays. Écoutez. C'est le gouvernement marocain qui a pris la décision d'annuler le tournoi ici au Maroc. Les dirigeants ont privilégié la santé des citoyens avant le football. Mais malheureusement, la CAF n'est intéressée que par l'argent. Elle va perdre 20 millions de dollars si elle perd l'organisation. Je suis complètement d'accord avec la position du gouvernement. Voilà, donc pas de Maroc. Il y a d'autres pays qui sont prêts? Oui, alors l'Afrique du Sud, le Ghana et l'Égypte ont refusé. Par contre, le Nigeria et l'Angola sont très intéressés. Et il y a une rumeur folle concernant le Qatar qui organise déjà la Coupe du Monde en 2022, démentie tout à l'heure puisque le Qatar n'est même pas sur le continent africain. Oui, c'était déjà une première chose, une première bonne raison de ne pas l'organiser au Qatar. Merci beaucoup Lise Baranbaum donc, pour cette explication. On va se retrouver dans un instant pour le débat du grand direct. Il sera question de la scission et de la rupture observée de nouveau au sein des Palestiniens entre le Fatah et le Hamas. Débat tout de suite.